nous retrouvons sur le plateau d'IDF1 avec 3 maires d'Île-de-France. Je rappelle vos noms pour ceux qui nous rejoindraient. Frédéric Calandra, maire du 20e arrondissement de Paris, maire socialiste. Hugues Ribault, maire d'Andrézy, UMP. Et Patrick Jarry, maire communiste de Nanterre. Alors, les transports, c'est un élément essentiel, et ça vient de sortir de tout ce que nous avons dit. D'abord, il faut bien laisser aux gens la possibilité de travailler le plus près possible de l'endroit où ils vivent. Et ensuite, il y a une certaine fluidité sociale à assurer par les transports. Alors là aussi, le reportage d'Anama Toukara. Nous sommes dans le quartier de la Gare du Nord à Paris, dans le 10e arrondissement, afin d'avoir un avis des Franciliens sur ce qu'ils pensent des transports en Île-de-France. Quel est votre ressenti général sur les transports ? Déjà, tard, un sentiment d'insécurité, ça c'est clair. Puis c'est très sale, quoi. C'est vraiment catastrophique, tous les jours il y a des bouchons, aussi bien le matin que le soir. Donc, Beaucoup de retard, souvent des colis suspects ou techniques ou problèmes d'alimentation. Donc, Parfois des retards, des grèves, des choses comme ça, des imprévus, enfin bref, le problème des transports en commun quoi, mais c'est toujours mieux que prendre la voiture, surtout sur Paris. Je dirais tout simplement un petit problème peut-être de propreté pour moi je trouve, et puis peut-être d'amplitude horaire. Il pourrait y en avoir un peu plus tard le soir et peut-être un peu plus de rames aux heures de pointe pour éviter l'effet métro bondé. Et les difficultés que vous rencontrez ? Des difficultés principalement avec le RER A que j'ai utilisé pendant très longtemps et aujourd'hui j'utilise le RER E qui fonctionne bien mieux. En général ce qu'on constate c'est qu'il y a de fortes disparités entre les lignes. Les récentes fonctionnent assez bien mais là où le matériel est vieux on sent que c'est quand même bien plus difficile et ça pose des difficultés au niveau professionnel avec des retards souvent. Il y a quelques lignes du métro qui commencent à être vraiment anciennes. C'est pareil pour le RER. Le RER A et B, ils sont assez vieux quand même. Donc ça serait bien de les rénover parce que là ils font des nouvelles lignes mais au final ils n'ont pas rénové ce qui était vieux. Donc il fallait peut-être déjà commencer par là, enfin je sais pas. Quel est votre ressenti sur le rapport qualité-prix ? Je le trouve globalement bon. Moi, pour ma part, ça va, il n'y a pas de souci. Sur le prix, ça va, ça se passe bien. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, c'est bon. Une carte orange, enfin Pass Navigo, ça reste quand même bon marché. On a accès à tout l'ensemble des lignes. Ça augmente tout le temps, donc ça commence à être un peu cher, je trouve. Surtout pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, c'est peut-être un peu trop cher pour eux. Quel est votre avis sur les projets qui sont en cours, donc avec l'extension de certaines lignes de métro, l'extension de certaines lignes de RER, la création de nouvelles lignes de bus et la création de nouveaux tramways ? Il est temps et je pense qu'il aurait même fallu le faire avant. Y penser bien avant parce qu'on voit que là on est en limite de capacité et qu'il aurait fallu... mais bon, mieux vaut tard que jamais, donc je pense que ces projets aillent très vite, ils se développent très vite. Et quelles sont les améliorations que vous souhaitez voir apportées ? Franchement, la limitation du ticket de transport à 1 heure, franchement, c'est des... J'ai pas envie de dire de gros mots, mais qu'ils arrêtent ça, quoi. Parce que là, avant on voyageait bien, il n'y avait pas de limitation, on pouvait... Voilà, là maintenant, après 1 heure, le ticket n'est plus valide. Fluidification du trafic, plus de capacité, respect des horaires, plus de retard sur les lignes et quand il y en a, avoir un affichage clair et qui nous dit à quoi s'attendre et pourquoi on a un retard et que ça reste occasionnel. On a pourtant l'impression que c'est dans le domaine des transports qu'il y a eu quand même le plus grand nombre de projets, y compris celui de Paris Express et de tout ce qui vient d'être décidé. Alors, je voudrais savoir comment ça s'est passé. Vous avez eu une négociation collective. Est-ce que les maires ont été consultés sur le tracé, et notamment sur ce périphérique et puis ces liaisons d'une banlieue à une autre ou d'une ville à une autre? Est-ce que vous avez été contents tous les deux de la façon dont ça s'est déroulé, le processus s'est déroulé? Après, je vous interrogerai. Alors, pas au début. Au début, là, je dois dire qu'on a perçu, particulièrement Paris, qui était à l'origine de l'initiative Paris Métropole, on a perçu le Grand Paris comme un peu une machine de guerre contre nous. Ça a été pas très bien passé.
pensé au démarrage, et puis surtout pas du tout dans la concertation avec les élus locaux et avec les collectivités territoriales. C'était un projet qui était destiné à relier des pôles de production économique, des pôles de recherche, ce qui n'est pas forcément à écarter, hein, mais il n'y avait pas le souci de répondre aux besoins de la population. Et nous, les maires, on a quand même ce qu'on souhaite aussi, c'est que nos habitants puissent se déplacer facilement, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent aller là où ils ont un emploi, ou alors chercher de l'emploi sur d'autres territoires. Et aujourd'hui, on trouve que le compromis qui a été trouvé est déjà plus proche d'une bonne solution, même s'il y a encore, et je pense que le maire de Nanterre va avoir des choses à dire, des améliorations. Justement, j'ai entendu beaucoup votre confrère de Saint-Denis, vous-même, dire que les maires n'avaient pas été assez consultés. Et puis finalement, ça s'est arrangé. C'était un exemple presque de négociation, non ? Non, pas aller trop loin. Non, mais évidemment, je pense que petit à petit, on a réussi à faire avancer un certain nombre de propositions, et notamment de faire reculer l'idée que on avait besoin de faire un nouveau moyen de transport uniquement pour desservir les pôles de développement, les grands pôles d'activité. D'ailleurs, nous, ce qui nous oppose à la Défense, c'est précisément ça. Moi, je veux bien qu'on continue de mettre des stations, des lignes de métro, des lignes de RER supplémentaires à la Défense, mais de toute façon, au bout d'un moment, c'est tellement saturé que de toute façon, on peut en rajouter. Ça ne change rien, puisque plus on rajoute de moyens de transport, plus on rajoute de mètres carrés de bureaux. Donc forcément, on est dans une spirale infernale. Et donc, y compris l'idée, par exemple, qui est une gare place de la Boule à Nanterre, pour ceux qui connaissent cette région, c'est notamment d'affirmer l'idée que le développement, c'est pas simplement mettre des transports à la Défense. Alors, cela dit, là, on est en train de voir des moyens, on parle de choses qui vont se faire à 10 ans. Oui. Hein, à 10 ans. Et donc, ça n'empêche pas évidemment ce que disaient tout à l'heure les gens qui étaient interviewés. En réalité, on voit bien le retard considérable qui est pris. Vous vous rendez compte, à Nanterre, il y a quasiment autant d'habitants aujourd'hui qu'il y en avait au début des années 80. Vous prenez une ville comme Saint-Denis. Une ville comme Saint-Denis avait quasiment autant d'habitants qu'il y en a aujourd'hui. Et alors que le métro a été inventé il y a plus d'un siècle à Paris, aujourd'hui, entre Nanterre et Saint-Denis, il n'y a pas de moyens de transport en commun. Il n'y a pas de moyen de transport en commun. Pour venir de Saint-Denis à Nanterre ou de Nanterre à Saint-Denis, il n'y a pas de moyen de transport en commun. C'est-à-dire, plus d'un siècle après avoir inventé le métro, on n'a pas réussi à inventer un métro pour aller de Saint-Denis à Nanterre. On voit bien le retard qui est considérable. Sur vos revendications, vous avez été entendu. Oui, bien sûr. Alors, vous, c'est un peu différent, parce que vous êtes plus loin. Oui, c'est différent et pas différent à la fois, parce qu'on va quand même profiter des interconnexions, si vous voulez, et des connexions, notamment sur Roissy, etc. Oui, enfin, je veux dire, ça retrouver. Alors, nous, si vous voulez, moi, si je me félicite quand même du Grand Paris Express, tel qu'il vient d'être décidé de manière consensuelle, je note quand même déjà une chose qui est importante pour nous, c'est que sur les 33 milliards d'euros qui vont être mis en œuvre, il y en a 20 pour les nouveaux réseaux, il y en a quand même 12 pour la rénovation des réseaux existants. Mais ça, pour nous, c'est essentiel. Est très fatigué. Le RER A, chez nous, en termes de matériel, en termes de régularité, c'est une catastrophe. Pour les gens qui je crois que ici, tout le monde le sait. Enfin, au bout du RER, on s'en aperçoit souvent. Je ne fais que répéter ce que disent dans le reportage les usagers. Donc ça, c'est complètement essentiel. Bon, à cela, moi je ne veux pas le développer ce soir, mais l'histoire de la sécurité me paraît aussi essentielle à regarder, parce que je vous assure qu'il faut oser prendre le RER SNCF. Mais il ne faut pas oublier les autres développements essentiels pour nous. Bon, la grande décision d'Éole, du prolongement d'Éole jusqu'à Mantes, est pour nous totalement essentiel, clairement, pour qu'effectivement il y ait ce transit obligatoire, et certainement de longues années, sur la Défense, sur Paris, etc. Donc le débat ait lieu, on a bon espoir que ça puisse se faire, et se démarrer à partir de 2015-2017. Et puis après, il y a aussi les transversales. La tangentielle ouest, qui ira de HR, peut-être Sergi un jour quand elle passera la Seine, mais de HR jusqu'à Versailles, Saint-Cyr-l'École, est aussi une interconnexion extrêmement importante. Bon, là, on a été volontaire, région d'un département d'ailleurs, collégialement, pour abonder, si vous voulez, les fonds qu'il fallait mettre en œuvre pour les prolongements. N'oublions pas que, parce qu'on réduit la question des transports en commun à la question du domicile-travail, mais aujourd'hui, 50% des déplacements en transport en commun sont pour d'autres motifs que le travail. Ici, évidemment, parce que d'abord, on est dans une région dans laquelle il y a des retraités, mais c'est aussi des déplacements pour le loisir, pour la culture, pour les achats, etc. C'est-à-dire le transport en commun, c'est pas simplement domicile-travail, c'est aussi
En réalité, on peut même considérer qu'aujourd'hui, il y a un droit nouveau. Le droit à la ville est devenu quelque part un droit insuffisant. Il y a un droit à la métropole, et notamment un droit à la mobilité. Et si vous n'avez pas ce droit à la mobilité pour accéder à l'emploi, mais aussi pour accéder à la culture, pour accéder aux zones de loisirs, aux zones de sport, etc., en réalité, vous êtes un citoyen avec des droits insuffisants. Et donc, vous n'êtes pas à égalité avec l'ensemble des citoyens de la métropole. Peut-être avons-nous une spécificité, nous, dans nos territoires. Et là, je rejoins après tous les discours qu'on peut entendre dans tous les partis politiques, notamment aussi, et notamment en provenance des Verts. C'est dans nos territoires à nous. Il est bien évident que la voiture reste, on va le dire si on veut malheureusement, totalement obligatoire, indispensable. Donc, le ferroviaire, c'est parfait. Le fluvial, on va peut-être pas en parler ce soir, c'est parfait. Mais clairement, aussi bien pour les loisirs que pour les activités, les transports de marchandises, etc., nous avons besoin des routes. Et aussi des prolongements d'autoroutes. Aujourd'hui, c'est des levées de boucliers infernaux. Alors, on développe le logement, on développe les activités. De nouveau, la France ne développe pas ses infrastructures routières. Et ça, c'est une catastrophe. Le prolongement de la francilienne aujourd'hui chez nous, c'est même plus un point d'interrogation, c'est quasiment... on le saura dans quelques semaines, puisque au 6 octobre, tout tombe, de nouveau. Non, mais qui est aujourd'hui des appréhensions à la place dans l'automobile. Moi, je suis dans une ville où il y a 400 000 véhicules qui passent chez moi par jour. Il y a 1000 trains qui passent par jour. Donc, y compris l'idée que transport en commun, ça n'entraîne pas des nuisances. Ça, c'est pas, évidemment, c'est pas si simple que ça. Évidemment, quand ça passe en sous-sol, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, pour faire passer Éole, l'accès de Éole, alors il est à Paris, il est évidemment souterrain. Jusqu'à la Défense, il est souterrain. Et puis, il ressort à partir de Nanterre. Aujourd'hui, il y a 1000 trains par jour qui passent à Nanterre. Moi, je le dis tranquillement, le RER Éole ne passera à Nanterre que dans la mesure où il n'y a pas de dégradation des conditions de vie des habitants de Nanterre. Et donc, il va falloir travailler avec Nanterre pour que cette insertion se fasse dedans. Maintenant, qu'il faille réduire la place de la voiture dans la zone dense de la métropole parisienne, c'est tout à fait évident. On ne peut pas continuer avec une telle situation-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toute la voiture. D'ailleurs, les écologistes ne le disent pas non plus. Et je crois que, par contre, l'idée qu'il faut évidemment apprendre à utiliser l'automobile là où elle est irremplaçable, ça me semble évidemment un pas nouveau. On est quand même dans une métropole et dans des villes en transition. On n'est plus dans les villes d'hier, on est dans des villes en transition où progressivement l'automobile va reculer, une partie des gens va contribuer, va considérer qu'il ne faut pas la prendre pour toute une série d'actes qui peuvent se faire parfois à pied, parfois en vélo, parfois en transport en commun. Et puis pour certaines choses, il faudra évidemment la voiture. Et la voiture elle-même évoluera. Frédéric Calandra, vous, c'est complètement différent. Paris, oui, moi, je suis dans la zone hyper dense. J'ai plus de 70% des personnes dans mon arrondissement qui utilisent les transports en commun. La voiture, on n'est pas, contrairement à ce que disent certains, anti-voiture. La voiture doit changer dans la ville dense, c'est-à-dire qu'elle doit être partagée, elle doit être en location, elle doit être la moins polluante possible, la plus petite possible, prendre le moins d'espace possible pour laisser la place aux autres transports. Les écologistes ont longtemps été opposés aux voitures électriques, parce que sinon il y en aurait davantage, il me semble, à Paris. Oui, il y a des discussions, on n'est pas tout le temps d'accord là-dessus, mais moi je crois à l'intermodalité et à la multiplication des possibilités de transport, c'est-à-dire il faut faire feu de tout bois, développer le vélo électrique. Nous, dans le 20e, on va installer des vélos électriques, parce qu'on a des pentes quand même. Il faut le monter, le Vélib de 21 kg sur la pente de Ménilmontant. Généralement, il reste en bas. Voilà, souvent il descend de la pente, mais il ne la remonte pas. Voilà, on est tout en colline, c'est pareil. Il y a un problème qu'on a tous et toute l'humanité, c'est la question aussi de la pollution, des polluants, et puis par ailleurs du prix des énergies fossiles. Un petit détail au passage. Donc il faut qu'on se pose aussi collectivement la question de tout ce qui peut permettre de faire baisser la pollution, de faire baisser les nuisances sonores, les nuisances visuelles. Donc le logement, il faut aussi le concevoir comme on a fait avec le tramway à Paris, une requalification urbaine de la ville. Donc il doit embellir la ville. Et le maire de Nanterre a raison. On ne transporte pas que des gens d'un point A à un point B. On redessine la ville. C'est pour ça que les tramways, on a fait un projet urbain
avec l'architecte Grimbach, et ça n'est pas qu'un mode de transport, c'est quelque chose qui requalifie les boulevards des Maréchaux. Vous dites qu'il y a une complémentarité en quelque sorte entre les transports, qu'il doit y en avoir une. Le problème, c'est si on a une voiture, où est-ce qu'on la met quand on arrive à Paris? Pas d'infrastructure, là aussi, pas d'immense parking. C'est la croix et la bannière une fois qu'on a une voiture pour la laisser. Que quand vous créez des parkings, vous attirez de la voiture. Vous créez un parking, vous attirez de la voiture, et il y a moins de 45% des ménages parisiens qui ont une voiture à Paris. Et le transport en commun, ça reste le transport le plus démocratique. Le partage de la voie, il est encore trop favorable aux véhicules personnels à Paris. Donc, le meilleur moyen, c'est d'avoir des voitures en location. Donc, vous arrivez par un transport en commun à Paris, et si vous avez des courses à transporter, eh bien, vous prenez une voiture en location. C'est ça l'avenir. Par ailleurs, je rappelle qu'aujourd'hui, la voiture est en train de devenir beaucoup trop chère pour les gens modestes. Entre le prix de l'essence et l'entretien de la voiture, c'est extrêmement cher. Avoir un garage à Paris, payer une place de parking, payer les amendes, etc., c'est un budget luxueux. Donc on a intérêt à, mais oui, on a intérêt à passer par d'autres moyens. Dans les quartiers populaires de Nanterre, on a le même nombre de gens qui ont une voiture. Il y a 50% à Paris. C'est le cas à Nanterre dans les quartiers les plus populaires, pas pour les mêmes raisons. À Paris, parce qu'évidemment, il y a une densité de transport en commun. À Nanterre, pour des raisons financières. Bon, bah écoutez, un mot, alors tout petit. Pour dire simplement qu'on a peut-être oublié quelque chose, c'est que et là je parle plus pour les départements de deuxième couronne, c'est que les rabattements vers les gares sont excessivement importants en transport en commun. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que doit faire le STIF et la région, service de transport de l'Île-de-France, c'est d'investir, nous permettre, nous, d'avoir des transports de rabattement vers les gares. Et dans les heures creuses de la journée, de favoriser le transport à la demande. Je le dis, c'est très important, parce que nos populations, sinon, continueront à prendre des voitures pour aller à Paris. J'avais juste une dernière question à vous poser, mais alors vous répondez rapidement. Est-ce que l'Île-de-France, ça existe? Nous sommes une chaîne qui s'appelle l'IDF1, Île-de-France 1. Est-ce qu'il y a une identité de l'Île-de-France? Vite. Pas encore. Monsieur Pas Jarry. encore. Elle est en construction. Madame. Elle est en construction, moi je dirais. Elle est en construction. Et vous, en ce qui me concerne, moi qui vis aujourd'hui beaucoup toutes les instances de l'axe Paris-Rouen-Le Havre, quand on parle de Paris, on parle de l'Île-de-France, clairement. Bon, alors, identité à venir. Bonsoir, merci de nous avoir suivis. Je remercie toutes les équipes techniques qui ont travaillé sous la direction de David Bensoussan, ainsi que ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Morgane Renaud et Ludovic Lestavel. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres thèmes le mois prochain.